Bonjour, bienvenue à Station Innovation, le rendez-vous innovation de Prodware. Station Innovation, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue à Station Innovation, notre première émission sur l'innovation chez Prodware, une émission engageante et instructive. Je suis en compagnie de Amélie Munch. Bonjour Amélie. Bonjour Élisée. Comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt très bien et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Moi, je suis ravi d'animer cette émission, surtout avec toi. Également. Station Innovation a l'ambition d'être une émission sur l'innovation, mais bien différente. Ça sera une émission pratique et orientée métier, innovation au service des entreprises. Tout à fait Élisée. Et d'ailleurs, notre émission, votre émission, se déroulera dans un premier temps avec notre séquence L'invité du jour, où nous échangerons avec des personnalités de l'univers digital et évidemment de l'innovation. Nous poursuivrons avec nos séquences Qu'en pensez-vous? Puis Focus. Et enfin, nous terminerons avec notre dicton du jour. En effet, avec Station Innovation, nous avons l'ambition, en toute modestie bien sûr, mais l'ambition tout de même de parler et d'engager la voie de l'innovation autrement. L'innovation chez Prodware, c'est autre chose. L'innovation fait partie de notre ADN. C'est un vrai choix stratégique qui conditionne et détermine ce que nous sommes. Donc parler d'innovation avec nous, c'est vraiment une extension naturelle de notre approche, n'est-ce pas Amélie? Absolument Élisée. D'ailleurs, j'aime à dire que nous sommes une société globale. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'aujourd'hui, chez Prodware, nous proposons une offre complète, plutôt riche et toujours avec un certain dynamisme, digne des startups, mais pas n'importe lesquelles, les plus aventureuses. En effet, j'ajouterais global puisque nous sommes présents dans 13 pays. Nous pouvons déployer des projets n'importe où dans le monde et nous avons une proposition de valeur qui va du business consulting jusqu'au service managé en passant par le développement et le déploiement de solutions innovantes orientées métier. Partons du principe que nous tous, nous sommes convaincus que l'innovation fait partie de notre quotidien et que adopter la transformation digitale est une évidence. Si nous partons de ce postulat, nous sommes tous d'accord que nous pouvons plonger dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, Amélie? Alors aujourd'hui, nous commençons par la séquence Invité du jour. Comme nous l'avons expliqué en introduction, l'écosystème Prodware est plutôt vaste et riche. À ce titre, j'aimerais évoquer avec vous le programme 365 Scaler, qui est ni plus ni moins en fait un incubateur de start-up matures. Donc on aide ces start-up à se développer. C'est des start-up qui utilisent des technologies disruptives pour développer des solutions orientées métiers. C'est bien ça? Tout à fait Élisée. Et vous vous doutez bien que Prodware est pleinement engagé dans ce programme. Nous nouons à ce titre des partenariats avec des sociétés qui proposent des technologies disruptives. Et aujourd'hui, nous en avons un exemple, Élisée, qui est pour le moins assez bluffant. Je suis un peu au courant, mais dis-moi plus quand même. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec le docteur Simon Moore, un psychologue passionné, mais je dirais surtout très passionnant. Le docteur Simon Moore a développé une solution qui nous plonge dans une notion marché très poussée. Sa solution permet en fait de déterminer les sentiments ou motivations de clients potentiels d'une entreprise par exemple. Bon, alors sans plus tarder, allons échanger avec le Dr. Simon Moore. Hello, Dr. Moore. And thank you for accepting this interview. I'm really pleased to have you on the show. You're a consumer psychologist specializing in behavior change and a founding partner of Innovation Bubble. You've already worked and helped many big names such as BBC, Universal, FedEx, HSBC, Microsoft, Sony, Unilever. Quite impressive names. I'm trying to wrap my head around the solution that you've developed. I'd say you're a kind of crystal ball psychologist. You study the emotions and potential motivational triggers in people. Am I close? Yeah, more or less, yeah.
I was going to say first guess, no pressure on me then. So no, you're very close. So I would say that what we do is what we know from the last sort of 30 years of psychology and decision-making science is very much about, what you've just kind of described, really. It's the fact that if you think about consumers and whether that is B2C or B2B, what we know is the fact that probably 80 to 90% of their decisions are in the non-conscious brain. And so this is really interesting and slightly worrying for brands in the fact that they concentrate so much on the on the conscious brain, which things like prices and quality, which are important, but initially, and if you want to understand the whys of your consumers, you need to then start digging around in that non-conscious part of the brain. Okay, so just to understand the gist of the solution, it's basically, it's sort of a yes-no questionnaire. You show pictures to a panel of people or consumers, and from that you kind of deduce what kind of profile they are, what the archetype is that it? That's one of our tools. So one of our tools is able to segment your audience up on their non-conscious needs. So what I mean by that is some people have a high need for control. So they need to understand, what's my relationship here? So for example, many brands are guilty to kind of be in the relationship, and actually a lot of consumers want to be the person in control. So here's an example. Many banks, for example, say, you be my customer. Right. And I will be smart, when actually what the consumer wants to be is they want to be smart with their money. So they don't want the bank to kind of take that credit. Okay. So that's the tools we can use. We can use our non-conscious drivers, so to speak. And another method we have is I'm able to see how your brand fits psychologically in your sector. So what are you good at? What are you bad at from a non-conscious perspective, that emotional space? So essentially, if I'm reading between the lines, is brands before would basically rely on studies, market studies, benchmark with previous years on market demand that they think would be in the future, for instance. And now we're shifting and we're basically going into the minds, quote unquote, of the future potential consumers and saying, well, this is exactly how we need to address this target market, because we know that they're going to be captivated by this kind of message. Is that it? Yeah, it's moving away from assumptions based on what people do, actually reality of what people feel. So I'll give you an example to bring it to life. We worked with a big global bank. They did a lot of market research and they worked in the B2B, B2C space. The market research said, actually, no one trusts you because you're a bank. The bank said, okay, we'll do lots of activity to say that you can trust us. We've been around all these years. We have these great rates. And then they lost 8% more of their market. Slightly shocking to them because they were like, hang on a minute, the market research said that you don't trust us. And now I'm telling you why you should trust us. So what on earth is going on here? So when we got involved, we actually found out very quickly through the non-conscious testing that actually people do intuitively trust the bank. What they don't trust, though, is their own financial capabilities. See, what we had to do with the bank then is help them improve the confidence of their customers rather than actually improve the trust rating of the bank itself. Okay, so you just explained an example with the bank. What other industry sectors can Innovation Bubble help? Or what are the significant contributions that Innovation Bubble can bring to the other industries and other examples? Yeah, sure. So we work in all industries. So we work in health, travel, retail, finance. It makes no difference to us. It's where there's an audience to understand. And I suppose what we try to do is kind of change those assumptions and those hypotheses into reality. And this basically ties into the whole customer experience narrative, which is really what makes a differentiating factor for most businesses today in this digital economy, right? Yes, and unfortunately, many companies get the customer experience wrong in the fact they think it's about pragmatics, it's about price, it's about quality. It's about emotion, right? Your good friends, you're not good friends with them because they give you practical things. You're good friends with people who offer you an emotional relationship.
So they're supportive, they're funny. So emotions are really, really important, and we need to kind of get a better understanding of this in that kind of customer experience space. Can you give us an example of a company that you helped and with an incredible surprise that they weren't expecting, a major shift in their approach thanks to Innovation Bubble? Yeah, so we worked with a big pharmaceutical company, had designed a new treatment for people who were facing blindness due to severe diabetes. And these patients usually have an eye injection, so they have to go to their GP, and every month they have an injection in the eye, and that's what staves off the blindness. And this new company had come up with a transplant. So actually what happens is a minor piece of surgery, you have this device implanted, and then for 3 years, actually you do not need any more injections. And so they asked the patients and they asked the surgeons, and they were all like, wow, this is amazing. Of course we will buy this. Of course we will go for this. They released this product in 16 different country markets, and were fairly underwhelmed about what happened next. So there was no correlation between what people said they would do, in other words, oh yes, we would like this, and the uptake of it. And the reason that is because at a non-conscious level, if you're facing blindness, you need to look into no pun intended, but you need to look into your GP's eyes to get reassurance of, am I okay? Am I not going blind? So actually, I'm prepared to go in and get an injection, because at the same time, I can look into the eye of that GP and get that reassurance. And on the side of the GP, there's a lot of risk there, and their status becomes kind of I suppose, challenged if they do let their patients go blind. So they would want more time spent with their patients to reassure them and see that their eyesight's not being lost. So in the end, what we did was we more or less repositioned the product. And so we said, rather than, say it's an implant that gets rid of injections, you need to say that it gets rid of the pragmatic session with your GP, that you can have more of a conversation with them. And so there's reassurance there for the patient, and there's reassurance for the GP. And we quadrupled their sales rate overnight, basically. And your solution is basically a standalone, or it integrates with a CRM, or it can work both ways? Yeah, it can work both. It can either be standalone, or it fits along things like NPS, the CX tool that they might have. So it's quite versatile. Okay, and your solution, you can tweak it to maybe serve internal purposes, to maybe assess or try to measure the behaviors of employees. I can think of a couple of applications or ways that a company can use this internally, right? Yeah, so we often work with companies like the BBC, for example. We use a number of our methods to work out, engagement rates, recruitment, that kind of stuff. So yeah, definitely. This is a very intelligent way of segmenting your potential market, and segmenting the market not on their geographical components, such as address, such as size of company like we usually do, but on their emotional potential and motivational triggers. This is really amazing. Is that it in a nutshell? Yeah, so we've come up with a method that's cross-culturally valid, age-related valid, gender-related valid. So it works across the world, and I literally can divide the world into 4 categories with a 90% statistical confidence. Wow, that's impressive. That's impressive. So the last question, would you say that Innovation Bubble is the next best thing to mind reading? Well, I would like to say that. I don't think it's mind reading. I think it's literally finding that missing chunk of data that a lot of companies struggle with. They're very good at the what's. So, what's in the basket? How old are they? What's their income? That doesn't tell us why they do stuff, though. So I think what we try to do, not mind reading, but it's kind of, an additive dimension of why. And I think that is really useful for a lot of companies to close that loop down. Well, Dr. Simon Moore, thank you very much for this very original approach, and talk to you soon. Thank you, and thanks for inviting me. Nous revoilà. Je remercie le Dr. Simon Moore pour cet entretien. Alors, les solutions comme Innovation Bubble qu'on a vu avec le Dr. Simon Moore permettent aux entreprises d'être beaucoup plus pertinentes et performantes
face à ce marché qui change et propose en même temps une expérience client mémorable. N'est-ce pas, Amélie? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, je trouve cette solution tout à fait surprenante. Il faut savoir que dorénavant, l'expérience client est au cœur des préoccupations des sociétés. Cela signifie qu'il est indispensable aujourd'hui de pouvoir mesurer le ressenti des consommateurs lorsqu'ils consomment évidemment ou interagissent avec une marque. Alors, sans plus tarder, écoutons ce que les consommateurs ont à nous dire sur l'expérience client. Qu'est-ce que pour vous l'expérience client? L'expérience client, ça va être le sentiment que je vais avoir après avoir fait un achat ou voilà, le ressenti que je vais avoir. Alors c'est compliqué parce que moi j'achète jamais rien, donc c'est pas... Ça m'évoque ce qu'on peut ressentir quand on rentre dans un magasin pour faire des achats ou sur internet, quand on parcourt un site internet. Moi je suis un peu plus jeune que mon camarade, tout simplement je regarde sur internet un petit peu des sites qui m'intéressent, on va dire un produit, je regarde un petit peu les forums par rapport à ce produit et je me dis ah c'est intéressant parce que les uns et les autres disent que ce site est bien. Et est-ce que vous avez une expérience client mémorable que vous pourriez nous raconter? Je suis allée acheter un vélo électrique dans une boutique, je suis arrivée un peu tard le soir. Et le responsable de l'atelier était parti et la vendeuse s'est mise en 4 pour rappeler la personne. On était en limite de l'horaire, ils ont été vraiment très sympas, ils m'ont même aidé à charger le vélo dans la voiture, donc j'étais plutôt satisfaite. Oui. Hier, j'ai commandé une box, enfin il y a 2-3 jours, c'est arrivé hier en point relais colis et puis j'ai été récupérée sans problème. J'ai été satisfaite, ça a été rapide. Je devais m'acheter la tablette et j'ai reçu la tablette rapidement. On va dire tout ce qui m'avait été proposé sur le site internet a été respecté. Et au final, ça s'est bien passé et j'ai reçu le bon produit et autres. Alors moi c'était pour mon dernier achat en ligne, j'ai été agréablement surpris parce que j'avais une date de livraison qui était supposée, qui était fixée et j'ai reçu en fait mon colis une semaine à l'avance et donc c'était la bonne surprise. Et est-ce que vous avez une expérience client moins agréable à nous raconter? Oui, c'était plutôt sur internet où j'ai commandé des petites enceintes Wi-Fi. Et je n'ai pas bien fait attention à la taille et quand je les ai reçues, elles étaient vraiment minuscules. J'arrivais en Italie, je devais m'installer, je connaissais rien du tout. Je suis allé m'acheter une brosse à dents, un peu je parlais pas italien. J'ai acheté du dentifrice, j'ai pris mon tube dentifrice et quand je suis passé à la caisse, la caissière me regardait avec des yeux. C'est le soir que j'ai compris qu'en fait j'avais acheté de la colle à dentier. Bon. Donc on avait acheté un cadeau en ligne et pour le coup le site vendeur nous a vendu un produit qui était en rupture de stock. Et il a mis des semaines et des semaines à arriver, le temps d'être réapprovisionné et voilà. Et si vous aviez une proposition ou vous penseriez à une idée pour améliorer l'expérience client en général, ce serait laquelle? D'avoir des services après-vente qui sont à la hauteur de publicité et de tout ce qu'on nous vend avant d'acheter en fait tout simplement. J'ai un tas de cartes de fidélité qui sont enregistrées sur mon téléphone. Là, ce serait intéressant par exemple qu'au moment où je passe devant l'étiquette, j'ai un petit warning qui me dise tiens, vous êtes un client de ce produit-là, vous aurez une petite ristourne, par exemple, ou une grosse, ce qui serait encore mieux. Un bon service client, de l'écoute et la volonté d'aider les gens quand ils sont un peu perdus ou en détresse sur des sites internet ou dans les magasins. On a besoin d'écoute, en fait, de service, le service. L'expérience client, c'est le nouveau curseur de la satisfaction client. Je dirais même le nouveau curseur des entreprises aujourd'hui. Le paradigme business a complètement changé. Dorénavant, pour attirer et fidéliser ses clients, une entreprise se doit de proposer une expérience client mémorable. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Jouffroy, expert de l'expérience client. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue à Station Innovation. Comment vas-tu? Bonjour Amélie, ça va très bien, merci. Beaucoup de projets avec nos clients et d'initiatives innovantes de type lab pour tester, apprendre de ces innovations, donc c'est passionnant. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Jean-Baptiste, on a vu dans les extraits du micro-trottoir, dans les exemples de solutions innovantes, que toutes sans exception sont conçues autour de l'expérience client, pour en fait offrir une expérience client mémorable.
Est-ce que tu peux nous confirmer que nous sommes bien dans la recherche de différenciation pour en fait, toujours plus se démarquer? Alors oui, Émilie, c'est tout à fait ça. Lorsque nous parlons de transformation digitale, d'innovation, d'expérience client, autant de mots qui sont largement surutilisés ou déjà galvaudés dans le champ lexical du numérique, comme le faisait remarquer Élisée, il ne faut jamais perdre de vue plusieurs enjeux, dont celui de la différenciation et du pragmatisme. En fait, Jean-Baptiste, excuse-moi, je t'interromps, mais comme on disait plus tôt dans l'émission, effectivement, l'innovation, les solutions innovantes permettent aux entreprises de se différencier, de répondre à un marché qui est en mouvance constante. Mais la difficulté, si je ne m'abuse, c'est que pour les entreprises, comment est-ce qu'ils font pour choisir la bonne solution, la bonne technologie? C'est vraiment un enjeu important. Oui, tout à fait. Comme on l'a démontré dans l'Innovation Bubble, dans le micro-trottoir, l'expérience client va impacter le cycle de vente sur tout le parcours d'achat du client. Mais l'innovation doit toujours être mise en œuvre dans une perspective de différenciation et surtout doit être basée sur les fondamentaux de la marque. En fait, combien de projets de transformation digitale échouent, faute de lien avec des enjeux stratégiques clairs, avec une organisation qui est prête au changement, avec des liens avec des outils ou objectifs de mesure de ce changement et de l'impact de ce projet digital sur la transformation. Oui, tout à fait. Donc si je te suis, ça veut dire que l'innovation, les technologies qui sont disponibles, les solutions sont là, mais au fond, c'est une vraie réflexion de fond. Il faut repenser la façon de travailler, repenser sa stratégie pour mettre en adéquation avec les attentes du marché. Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans cette recherche permanente de caractère mémorable, incroyable, personnalisé, unique, augmenté, tout ce champ lexical de l'expérience client, mais toujours bien le pratiquer dans une perspective de se différencier de ses concurrents et de mieux servir ses clients. Parce que, en fait, c'est la problématique du why. Quel est mon problème et comment mon innovation digitale peut répondre à celui-ci? Et c'est une question très difficile, car elle touche à l'organisation de l'entreprise, à notre passé, à nos connexions, à plusieurs automatismes et manières de faire qui sont des œillères qui rendent très difficile cette remise en cause pour identifier véritablement les vrais problèmes. Et d'autant plus difficile, j'ajoute, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le paradigme a complètement changé. Auparavant, les sociétés estimaient, pondéraient les marchés, savaient à peu près les attentes, pouvaient, par rapport aux années précédentes, estimer la demande. Mais là, on a basculé vers le consommateur, le marché, qui lui décide, est en amont de toutes ces demandes. Et donc, les entreprises doivent savoir exactement l'attente de ce marché. Donc, ça a complètement basculé, n'est-ce pas? Tout à fait. Parce que l'enjeu de l'expérience client, en fait, il devient ce driver, comme on l'a exprimé, et cette composante incontournable de la stratégie de la marque. Donc, c'est évident, cela impacte en profondeur et transforme tout le business model d'une marque, qu'on soit distributeur, commerçant, producteur. En fait, les consommateurs attendent donc, quels que soient les marchés et les canaux, une expérience client qui va être comparable à celle qu'ils ont communément dans leur salon, quand ils sont consommateurs personnels. Et ça, qu'ils soient dans un processus de vente B2C, B2B ou B2B2C, comme on le voit de plus en plus. Donc le fameux slogan « Le client est roi » prend tout son sens ici. Vraiment. Tout à fait. Tous les secteurs sont contraints de se réinventer et de poser une stratégie claire pour identifier comment l'innovation et l'expérience client peuvent contribuer de manière, et j'insiste, pragmatique et mesurable à cette différenciation et à cette rupture face à ses concurrents. Donc tu as émis en théorie tout ce qu'il fallait faire, donc les solutions sont disponibles, mais tout ça en théorie, très bien, mais dans la réalité, ça ne doit pas être vraiment simple. Donc vous, toi et ton équipe, Jean-Baptiste, vous mettez en œuvre des solutions pour améliorer justement cette expérience client qu'attendent les entreprises et les clients, pour matérialiser cette nouvelle stratégie auprès des marques, donc d'une façon pragmatique et innovante, et surtout, et c'est un point d'honneur chez Prodware, une priorité, comment mettre le facteur humain au centre de cette dynamique.
Donc comment vous faites, Jean-Baptiste? Alors, comme tu le disais, on a mis en place chez Prodware une équipe dédiée que j'ai le plaisir d'animer autour de l'expérience client et des innovations digitales et une méthodologie pour accompagner nos clients en fait différemment dans ces démarches autour de l'expérience client, avec de plus en plus d'expériences de type laboratoire, test and learn, pour tester et apprendre de ces innovations. Donc des scénarios en temps réel pour tester, c'est ça? Exactement. On va définir avec le client en fait les meilleurs scénarios d'expérience client et les tester dans une approche très humaine, laboratoire, pour maximiser et optimiser l'engagement des collaborateurs en fait, et qui vont être directement acteurs du projet. D'accord. Et donc ça, c'est ce qu'on rappelle, c'est-à-dire mettre l'humain au centre de cette dynamique d'innovation, parce que souvent la dynamique d'innovation envahit tout le système et on oublie un peu l'humain. Alors là, ce qui est très important pour une adoption réussie, c'est que l'humain soit au centre de la dynamique. C'est bien ça? Exactement. En fait, il y a deux composantes. La première composante, on l'a vu, ça va être cette adéquation aux valeurs de l'entreprise, le bon questionnement sur les problèmes et les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et le deuxième pilier va être l'humain. En le replaçant au centre du projet, on va contribuer à rendre les projets successful et à maximiser, comme je l'ai déjà dit, l'adoption par les collaborateurs, ce qui est souvent aussi un facteur d'échec quand même dans les projets. Donc oui, tout à fait, on met en œuvre, et aussi grâce à nos startups qui sont directement connectées à nos solutions et qui nous permettent du coup d'accélérer ces projets, on va éviter les effets tunnels et on va maximiser pour nos clients beaucoup de retours sur investissement à plus court terme. Donc je rappelle les startups que tu viens de mentionner, ça fait partie du programme 365 Scaler de Prodware, où on arrive à faire un peu l'entremetteur entre des sociétés complètement innovantes, des startups, avec nos solutions, et on l'amène directement chez nos clients. Donc nos clients bénéficient forcément des nouvelles technologies et des dernières trouvailles en matière d'innovation. Alors Jean-Baptiste, merci beaucoup pour cette intervention. Je me permets de vous dire, vous qui nous regardez, si vous avez besoin d'informations sur l'expérience client, vous avez des projets en cours ou vous avez simplement besoin d'un petit conseil, n'hésitez pas à contacter Prodware et demander Jean-Baptiste. Je peux faire ça, Jean-Baptiste, pour toi? Grand plaisir, Élisée. Je me ferai un plaisir de répondre à tous nos clients ou prospects intéressés, bien sûr. Les coordonnées seront affichées à la fin de l'émission au générique. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cet entretien et bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors, nous revoilà pour notre séquence Focus. Nous avons vu une solution bluffante avec Innovation Bubble et d'autres solutions. Ces solutions et technologies disruptives, nous les côtoyons finalement tous les jours. D'ailleurs, moi personnellement, je suis toujours aussi étonné s'agissant de ces nouvelles technologies, les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Pas toi, Amélie? Oui, tout à fait. Rien que le fait de pouvoir communiquer d'une manière finalement assez simple, facilement, en cliquant ici et puis là, pour par exemple appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre, c'est assez impressionnant. En peu de temps, nous avons fait des bonds de géants en termes de technologie assez impressionnants. Ça, c'est tout à fait vrai. On prend souvent pour acquis les technologies. On fait notre commerce en ligne, on peut faire des démarches administratives en ligne, on peut faire plein de choses en ligne. C'est rapide, c'est efficace, c'est vraiment extraordinaire finalement. Ces avancées sont vraiment impressionnantes. Mais il y a toujours un revers de médaille avec ces technologies, avec tout d'ailleurs. Mais là, il y a vraiment quelque chose, un autre côté un peu plus sombre. Tu vois ce que je veux dire, Amélie? J'ai bien l'impression, Élisée, que tu essaies d'évoquer la fraude, la sécurité informatique. Exactement, c'est ça. J'ai pas envie de jouer au rabat-joie, mais j'essaie d'être un peu réaliste. C'est vrai que nous avons vu dans l'actualité beaucoup de sociétés qui sont victimes de cybercrimes ou de cyberattaques et qui fragilisent ces entreprises. C'est vraiment une question très importante. En fait, la standardisation des technologies signifie aussi la vulnérabilité des systèmes. Et justement, nous passons maintenant
à un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et attention, je n'ai pas dit hacker. Bien vu. Bon, nous sommes pour cela en compagnie de Christophe Linsolas, directeur Customer Care France, et Cyril Duvivier, directeur infrastructure cloud et digital. À tout de suite. Nous revoilà. Bonjour Christophe, bonjour Cyril, comment allez-vous? Bonjour Élisée. Ça va? Parfaitement bien, merci. Alors Christophe, vite fait, ton quotidien, comment ça se passe? Écoute, très bien, malgré le contexte actuel, on le sait tous, un contexte qui est assez contrasté. Alors, je ne parlerai pas des événements de l'actualité auxquels tout le monde songe, mais plutôt d'un sujet un peu plus précis autour des enjeux que l'on a au quotidien. On sait que nos clients nous sollicitent tous les jours sur des sujets divers et variés pour continuer à réformer, à transformer leur système d'information. Et tout ça dans une approche très innovante, avec beaucoup de sujets d'innovation. Et à côté de ça, le contraste, c'est que nous sommes soumis de plus en plus avec des règles informatiques très strictes, avec de la sécurité de plus en plus forte, et notamment des risques d'attaque liés à la cybersécurité. Cyril, c'est aussi ta réalité? C'est certain, Élisée. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas une journée sans qu'une organisation soit attaquée dans notre écosystème. Donc, ce qui est sûr, c'est que le risque informatique augmente, et en particulier les cyberattaques. Le poids des risques, c'était 1,1 milliard d'euros en 2019. On arrive à chiffrer le risque, incroyable. Exactement. Mais les compagnies d'assurance sont bien au fait de tout ça, tu te doutes bien. Et on passe de 1,1 à 1,6 milliard d'euros en 2020, donc plus quasiment 25 à 30%. Ce que l'on sait aussi, c'est que le coût moyen du sinistre, c'est 200 000 euros. C'est loin d'être indolore, d'accord? Et donc, le risque est partout. On se doit d'être préparé à cela aujourd'hui. C'est notre responsabilité. Pour que tout le monde comprenne bien, une cyberattaque, c'est quoi? C'est envoyer des virus dans un système pour l'arrêter, pour l'interrompre et demander une rançon pour redémarrer le système. C'est ça en principe le schéma. C'est l'interruption des actifs stratégiques. Le système d'information supporte le business et le système d'information est clé. Donc les pirates attaquent là où ça fait mal, ils capturent les données, ils volent les données, soit ils cryptent les données, soit ils interrompent carrément le système d'information. Donc il est nécessaire effectivement de se protéger sur tous ces plans. Et les entreprises qui sont les plus exposées aujourd'hui, ce sont les PME ETI, parce que ce sont celles qui ont un petit peu de moyens et qui sont malgré tout moins protégées que les grands comptes qui ont d'ores et déjà fait les investissements nécessaires. Alors à notre niveau, à Prodware, est-ce qu'on a des exemples de solutions qu'on a pu proposer à nos clients pour contourner ces risques et se protéger? Alors, oui, aujourd'hui, le risque est bien réel, il est bien existant et on l'a pris en considération. Au sein de Prodware, on a mis en œuvre un certain nombre de solutions qui passent par des aspects techniques, technologiques, au niveau de nos infrastructures également, mais aussi ça passe par une sensibilisation au quotidien de nos propres ressources sur une façon de se comporter, sur une façon d'être. D'évangélisation du comportement d'un utilisateur lambda, c'est ça? Totalement. C'est aujourd'hui être capable au quotidien de minimiser le risque par des actions, par un comportement. Et on a effectivement toute cette démarche-là au sein de Prodware. Et bien Cyril, par exemple, tu peux nous expliquer toutes les actions qu'on a mises en œuvre au sein de Prodware pour sécuriser notre propre système et notre propre démarche. Donc, la démarche est relativement structurée. Elle passe déjà par la mise en place d'une organisation adaptée. Les deux rôles clés au sein d'une organisation structurée sont le responsable de la sécurité des systèmes d'information, c'est-à-dire le RSSI, d'accord, et le délégué à la protection des données, vous le savez, qui supporte la sécurité de la donnée personnelle. Okay ? Donc ça, c'est la base de tout, parce que ce sont ces personnes-ci qui vont influencer l'organisation, la forcer à se protéger sur les deux principaux risques que sont, finalement, on a des données personnelles, tous les jours on les manipule, et de ce point de vue-là, les organisations sont responsables, elles le sont depuis près de 3 ans, mais aujourd'hui les sanctions tombent, et elles sont loin d'être indolores, et de l'autre côté, les entreprises manipulent des données sensibles, des savoir-faire, des tarifs, des listes de clients, et là encore, il faut sécuriser tout ça. Donc le RSSI et le DPD sont deux rôles importants. Au-delà de ça, les organisations, comme Prodware, ont investi en général dans des
tests de pénétration qui garantissent que le Prodware est étanche vis-à-vis du monde extérieur. Donc ça, c'est un deuxième niveau. La troisième chose, c'est comme tu le disais, Christophe, il faut qu'on applique les best practices auprès de nos employés. Donc tous nos employés pensent la sécurité au quotidien, les employés back-office mais aussi front-office qui servent nos clients. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est effectivement la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on sait que l'employé, il est une faiblesse en fait dans l'organisation. Tu le sais, Élisée. Donc de ce point de vue-là, on met en place une campagne de sensibilisation pour que les gens, effectivement, soient au fait des méthodes d'attaque, des méthodes... Il faut faire, ne pas faire, exactement, exactement. Et c'est la somme de ces efforts qui conduit à être plus protégé, parce qu'il n'y a pas de protection absolue, malheureusement. D'accord ? Christophe, je me tourne vers toi. En tant que responsable du département Customer Care de chez Prodware, tes équipes fournissent au quotidien des services à nos clients pour l'ensemble de l'écosystème Microsoft, qui est assez vaste. Comment est-ce que toi et tes équipes gérez cette dimension sécurité pour nos clients ? Tu l'as dit, Élisée, effectivement, le sujet est très vaste. Déjà, d'une part, sur un aspect technique et technologique. Aujourd'hui, chez Prodware, on embrasse l'intégralité de l'écosystème de notre éditeur partenaire, donc Microsoft, sur les aspects métiers avec les solutions Microsoft Dynamics, sur les aspects outils collaboratifs qui sont, tu le sais, et avec le contexte actuel, de plus en plus utilisés, donc tous les outils collaboratifs autour de Office, autour de Microsoft 365. On a également l'émergence de nouvelles technologies autour de la Power Platform qui permettent assez simplement et assez rapidement de délivrer de nouveaux aspects métiers. Et puis, tous les sujets autour finalement du socle même de l'informatique, à savoir l'infrastructure, qui devient de plus en plus hybride. Donc on doit effectivement embrasser toutes ces technologies, tout cet écosystème. Et bien ça passe par déjà d'une part, comme l'a très clairement dit Cyril, une très forte sensibilisation de nos collaborateurs. On s'assure et on s'attache à ce qu'ils respectent un certain nombre de bonnes pratiques, security by design, security by default, où on va effectivement vraiment s'attacher à ce que fait le consultant au quotidien pour nous et auprès de nos clients. Est-ce qu'il adopte les bons gestes barrières, si je peux faire un petit rapport avec le quotidien. Et puis également rentrer dans un cadre où en permanence on va être dans une logique d'amélioration continue, de formation, d'information. Donc vraiment améliorer la sécurité de nos consultants par des outils, et les outils Microsoft sont d'ailleurs très fortement nourris par ces sujets de sécurité, puisque tous embarquent des briques de sécurité fiables, et puis de notre côté, de la formation, de la sensibilisation auprès de nos collaborateurs, sur lesquels on appuie très fortement au quotidien. Et pour terminer sur ce point, la cybersécurité, j'ai l'impression que c'est un sujet d'actualité en effet, mais la sécurité a toujours été une préoccupation depuis des années. Mais est-ce que c'est parce que l'avancée ou la nature de ces technologies dites disruptives les rend un peu plus vulnérables, c'est ça aussi ? Comme tu le sais, on est dans un monde finalement de dématérialisation, de digitalisation. Auparavant, on prenait un commerçant, son bon de commande, c'était son cahier. Exact. Tout était écrit sur une feuille de papier. La sécurité, le danger, il était là. On pouvait se faire voler une feuille de papier. C'était un acte physique. Aujourd'hui, avec l'émergence du cloud, les données sont finalement éparpillées un petit peu partout, sans savoir au quotidien réellement où est-ce qu'elles se situent réellement. Et finalement, les attaques, bien qu'ayant des sujets, des technologies de plus en plus pointues, les attaques sont de plus en plus simples. Et donc effectivement, au quotidien, on doit adapter notre façon de penser, innover pour pouvoir protéger nos actifs et nos clients. Cyril, je me tourne vers toi. En tant que responsable infrastructure, cloud et digital, comment mettons concrètement, d'après ce que vient nous expliquer Christophe, comment on met concrètement en œuvre la cybersécurité chez nos clients ? Donc la cybersécurité, elle doit accompagner la transfo. C'est ce que dit Christophe à l'instant. Mais la cybersécurité, elle est personnalisée. Chaque client a un contexte différent, des actifs particuliers à protéger.
une taille, un contexte, une exposition, des risques. Donc, mais ils sont tous vulnérables, aussi l'un que l'autre, peu importe. Tout le monde est vulnérable, mais effectivement, il faut porter son attention et porter ses efforts sur des dimensions qui sont propres à chacun des clients. Hein. Un hacker n'attaque pas un grand compte comme une PME, comme une ETI. Voilà. Et nous avons aussi des facteurs d'exposition. On l'a compris. Le fait qu'il y ait le télétravail, le fait qu'il y ait du multisite, le fait que, etc., que les entreprises soient aussi ouvertes sur Internet. On rappelle, et Christophe nous le dit, les entreprises digitalisent leur business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des sites web, des extranets, des web services qui communiquent, les modèles changent, et en tout cas les entreprises, si elles veulent se moderniser, elles s'ouvrent vers l'extérieur. Donc aujourd'hui, chez Prodware, en fait, on a 3 grandes natures de services, dirons-nous, parce que Prodware adresse l'ensemble des couches du système d'information. À la fois la partie, effectivement, application métier. Les applications métiers doivent embarquer leur propre sécurité, ce que disait Christophe, security by design, security by default, ok. Donc ça fait partie de notre best practice de conception. Ensuite, on doit aussi sécuriser les systèmes au sens des annuaires d'entreprise. Donc nous avons tout un arsenal d'outils pour sécuriser ces dimensions-là, à commencer par les mots de passe forts, la double authentification, etc. Et puis ensuite, on a l'utilisateur et les endpoints et les terminaux de travail, que ce soit du smartphone, que ce soit du PC, etc. Et le télétravail met particulièrement en avant cette difficulté que de sécuriser ça. Donc de ce point de vue-là, heureusement avec le catalogue Microsoft, nous avons beaucoup de solutions. Les 2 principales qui nous viennent à l'esprit, c'est par exemple les modules de sécurité qui sont embarqués dans Office ou M365, que tu as cité tout à l'heure, les modules antivirus, anti-malware ou de gestion des postes qui s'intitulent Intune chez Microsoft. Avez-vous des exemples récents, sans nommer des clients, mais des effets d'une cyberattaque qu'a pu subir un client sur les pertes, les revenus, etc., pour qu'on ait une idée de ce que ça représente? Tu as dit tout à l'heure sur les chiffres d'affaires, tout ça, mais d'un point de vue plus concret. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que les clients qui sont attaqués subissent en général une perte d'exploitation entre 1 et 3 semaines. C'est énorme. Donc c'est effectivement très considérable parce que ce sont évidemment les outils core business qui sont attaqués en général et effectivement la remise en route de l'organisation prend entre 1 et 3 semaines avec beaucoup de dommages collatéraux. Donc une entreprise ne peut plus fournir ses services, ne peut plus vendre ses produits et tout ça, ce manque à gagner peut être colossal pour une entreprise. Énorme, énorme. Cyril disait un arrêt entre 1 et 3 semaines. Je citerai, sans donner de nom, mais un exemple, quand on est dans le domaine de la logistique par exemple, subir une cyberattaque, ça veut dire concrètement faire en sorte de la part des hackers que les camions qui sont sur les quais ne puissent pas partir. Ne pas faire partir un camion, ça veut dire des tonnes de marchandises qui n'arrivent pas au point de vente. Cette tonne de marchandises qui n'arrive pas au point de vente, naturellement, n'est pas vendue, donc une perte financière sèche, et qui peut engendrer des dégâts collatéraux excessifs, énormes, pour l'entreprise elle-même, mais pour ses fournisseurs, pour ses salariés et en cascade. Donc la cyberattaque peut avoir des dommages très forts, effectivement. Donc nous sommes tous là convaincus de la nécessité de faire attention et de se protéger. Est-ce que vous rencontrez dans votre quotidien des prospects ou des clients qui, somme toute, ne sont pas tellement concernés ou ne se sentent pas vraiment dans cette équation de cybersécurité ou n'ont pas la conscience du danger? Vous en rencontrez toujours ou pas? C'est ce que nous disions tout à l'heure. En fait, toutes les entreprises n'ont pas non plus les moyens de mettre en place, que nous disions, un RSSI, un délégué à la protection des données. Mais ils savent quand même qu'il y a un besoin. Ils le savent parce que nul n'est censé ignorer la loi, comme tu le sais. Ils lisent comme nous les actualités. Mais malgré tout, il y a aussi un gap entre le savoir et la capacité à entreprendre ces mesures qui sont nécessaires aujourd'hui. Moi, de mon côté, à titre d'exemple, ce que je rencontre au quotidien, en tant que responsable du Customer Care, c'est qu'on a toujours l'impression que ça arrive chez les autres et pas chez nous. Et en définitive, nos clients ont toujours tendance à nous dire « Oui, mais aujourd'hui, mon business n'est pas un business qui va intéresser un hacker. » Un hacker ne s'intéresse pas à la typologie du business. Un hacker s'intéresse à le fait qu'il y ait une faille, le fait qu'il puisse s'y engouffrer
clôturer, verrouiller intégralement le système d'information et ensuite aller demander une rançon, demander un gain financier. C'est ce qui intéresse le hacker. Donc, pour terminer cet entretien, avez-vous un conseil que vous pouvez dire à tous nos téléspectateurs? Venez nous voir. Alors, non, mais d'une part, ce qu'il faut retenir, c'est que si la menace s'accroît, le niveau de protection aussi s'accroît. C'est-à-dire que ce que l'on vit avec Christophe dans le monde des applications métiers, c'est-à-dire cette commodisation des applications métiers, cette facilité d'accès qui est procurée par le cloud, elle est aussi valable sur les briques de sécurité. Donc on peut aujourd'hui avoir un site web et très facilement le protéger. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une question d'attention plus que effectivement de frein à l'investissement. Il y a des solutions adaptées aux PME, adaptées aux ETI, mais encore faut-il porter son attention et engager là-dessus. Prodware est évidemment un partenaire parmi tant d'autres qui sommes en maîtrise de ces sujets-là et de bons conseils. Bon, parfait. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup, Cyril, Christophe. À très bientôt. Merci à vous. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première émission de Station Innovation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous et ravi de partager ce moment avec toi, Amélie. Moi aussi, vraiment, Élisée. J'espère vous revoir très nombreux bientôt dans la prochaine émission de Station Innovation. Mais dis-moi, Élisée, oui, tu ne devais pas nous partager un dicton du jour? Ah oui, c'est vrai. Bon, oui, j'avais cette idée, ça n'a aucun rapport avec l'innovation, mais peut-être, quoique. En fait, j'aimerais partager une citation, ou plutôt une phrase, tirée d'une œuvre de Oscar Wilde qui dit « Les choses sont parce que nous les voyons, et ce que nous voyons et comment nous les voyons dépend des arts qui nous ont influencés. Regarder une chose et la voir sont deux actes très différents. On ne voit quelque chose que si l'on en voit la beauté. » Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, c'est matière à réflexion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À la prochaine.